Voilà, allons-y. Bonjour, donc bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vous laisse prendre vos marques avec l'outil. On a un petit sondage en cours, vous pouvez y répondre pour qu'on ait une idée des participants à ce webinaire. Vous pouvez, pendant tout le contenu du webinaire, poser vos questions dans l'outil questions et réponses. Donc, n'hésitez pas, comme ça, on tient le suivi. Et pendant la séance de questions-réponses, on tentera d'apporter des réponses. Vous pouvez aussi participer dans le chat et bien sûr, lever la main si vous souhaitez intervenir à l'oral. Pour rappel, donc, on va commencer par une petite introduction, une présentation de l'enquête sur l'impact du coronavirus sur l'industrie des actifs numériques en France, pour lesquels je laisserai la parole à Faustine, les témoignages d'acteurs, donc 4 acteurs vont intervenir pour parler de leur expérience de cette crise. On va présenter ensuite les autres travaux de l'ADAN sur la crise, et puis on passera à la phase de questions-réponses jusqu'à ce qu'on ait répondu à toutes vos questions, enfin, la plupart. Commençons tout de suite donc avec petit rappel rapide donc sur l'ADAN. L'ADAN, c'est une association donc encore relativement jeune, hein, qui a un peu moins de 6 mois, association des professionnels des actifs numériques, donc rejoint des entreprises qui travaillent de près ou de loin avec les actifs numériques. Actifs numériques entendu au sens large, puisque ça couvre aussi bien les crypto-monnaies, bien sûr, mais aussi les utility tokens, les security tokens, toutes les représentations d'objets numériques sur blockchain, NFT, etc., etc. Donc, l'objectif, c'est d'être le plus large possible dans notre appréhension du phénomène et de répondre à tous les enjeux qui se posent aux acteurs dans ce secteur en particulier. Aujourd'hui, on est très heureux d'avoir un peu plus de 30 membres, 32 à l'heure d'aujourd'hui, avec quelques adhésions encore en cours. Donc, c'est un beau succès pour ces 6 premiers mois. Donc, on est très heureux de l'annoncer. Et on couvre du coup un très, très large champ d'activités. Bien sûr, beaucoup de PSAN, des acteurs qui travaillent sur le protocole, des conseils, des acteurs qui construisent des produits soit pour les acteurs des blockchains, soit pour les consommateurs, mais qui reposent sur la blockchain. Bien sûr, l'idée, c'est pas évidemment de présenter tout le monde aujourd'hui, mais voilà, ça nous permet de répondre à beaucoup d'enjeux et d'avoir des groupes de travail assez variés, comme on va le voir assez vite. Donc, ces entreprises, ensemble, elles représentent plus de 450 salariés, plus de 150 millions d'euros levés, et l'association est ouverte à l'ensemble des entreprises qui s'intéressent aux actifs numériques, donc aussi bien les pure players, hein, qui sont des membres qui auraient pour une activité unique de s'intéresser aux actifs numériques, mais aussi n'importe quelle entreprise qui souhaiterait développer un projet ou qui développe un projet déjà en lien avec les actifs numériques et qui souhaiterait un peu plus de contact avec le reste de l'industrie. Voilà. Notre vision à l'ADAN, c'est le développement de cette nouvelle classe d'actifs à part entière, bien sûr. C'est les blockchains qui ont permis, donc bien sûr avec la première, le Bitcoin, qui ont permis la création de ces actifs numériques. Et nous, cette vision qu'on a, c'est que ces actifs numériques vont se développer de façon exponentielle dans les années qui viennent, avec une variété de cas d'usage qui est déjà très importante, mais qui est encore très loin d'avoir épuisé tout le potentiel de la technologie. Et donc, on est là pour accompagner le développement, bien sûr, de ces cas d'usage, des titres, de la numérisation des titres financiers aux crypto-monnaies, en passant par donc je le disais tout à l'heure, les NFT, etc., etc. Et donc, on cherche bien sûr à résoudre tous les problèmes qui se posent aux acteurs dans le cadre du développement de tous ces cas d'usage. Donc, notre mission est donc, au sens large, de promouvoir les actifs numériques en France et en Europe au service d'une nouvelle économie libre et ouverte, et de fédérer les membres de l'industrie pour favoriser son développement, en veillant bien sûr à répondre aux grands enjeux sociétaux que posent les actifs numériques, que ce soit en matière de lutte contre le blanchiment, de consommation énergétique, mais bien sûr de nouveaux usages et de perturbation des écosystèmes de place. On est là aussi pour répondre à ces questions-là. Donc on fédère, on promeut bien sûr, on structure l'écosystème et on dialogue énormément.
Dans le cadre de nos travaux, on a structuré nos travaux en de nombreux groupes de travail, donc qui couvrent bien sûr des groupes de travail plus sectoriels sur les prestataires de services sur actifs numériques, mais aussi en rapport avec des sujets en particulier, security token, les stablecoins bien sûr, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les sujets européens, la comptabilité et la fiscalité qui reste un sujet complexe encore pour les acteurs, les relations avec les établissements bancaires, qui sont peut-être le sujet le plus complexe pour les acteurs, toujours aujourd'hui. On y reviendra d'ailleurs dans le cadre de ce compte-rendu. Et bien sûr, la crise du Covid-19, qui est le sujet de cette présentation aujourd'hui. Alors, nos actions, je ne vais pas m'étendre dessus, mais là, c'était pour faire un petit résumé des différentes actions qu'on a réalisées depuis la création de l'association. Donc, on a produit quelques rapports. On a bien sûr réagi au moment de la crise. On a créé un site dédié pour les acteurs. On a lancé bien sûr cette enquête. Et en parallèle, on est sur les sujets d'actualité liés notamment à l'extension potentielle du régime SAN et au sujet européen, puisque cette année est une année très importante à l'Europe pour les actifs numériques, dans la mesure où en septembre va être présenté le premier projet d'une réglementation européenne type de celle qui existe en France donc pour les PSAN, mais qui du coup sera transeuropéenne et qui concernera tous les acteurs. Donc on est bien sûr sur le pont sur ce sujet-là et on discute beaucoup avec les autorités européennes, notamment dans le cadre de consultations, mais aussi en discussion plus informelle. Et on a aussi beaucoup de chance d'être intégré à beaucoup de discussions avec les autorités françaises au sens large, Direction générale du Trésor, des entreprises, secrétariat d'État au numérique, voilà, Banque de France, ACPR. On discute bien sûr avec les députés, les autres associations professionnelles au sens large, AMAFI, AFTI. Voilà, donc là, c'est les associations financières, je dirais. Ça inclut aussi Paris Europlace, qui nous a donné le plaisir de nous accueillir dans plusieurs groupes de travail. Et bien sûr, nous discutons avec les établissements bancaires et financiers dans le cadre de nos travaux. Voilà très rapidement. Bien sûr, maintenant, on a une vision à long terme qui est d'essayer de lever les freins au développement de l'activité économique et de pousser le développement de l'activité économique. On considère que la France n'est pas du tout en retard sur le sujet des actifs numériques, mais qu'elle a beaucoup de points de faiblesse à corriger. Donc, on travaille sur ces points et on cherche bien sûr à promouvoir et à favoriser le développement de tous les acteurs. Merci pour votre attention déjà sur cette première partie. Et bien sûr, on va passer au cœur du sujet. Le rapport d'enquête sur les actifs numériques, le secteur des actifs numériques pendant la crise. Et je vais tout de suite passer la parole à Faustine qui va vous présenter cette partie. Merci. Bonjour à tous. Merci de votre... Faustine, tu es mute. Non, je ne suis pas mute. Vous m'entendez? Ah, on m'entend. Faustine, nous ne t'entendons pas. Si. Alors, je vais vous partager mon écran. Peut-être que... Ok, super. Bon, parfait, si vous m'entendez. Peut-être que c'est à cause... C'est moi qui n'entends pas, Faustine. Donc, je laisse Faustine parler, ce n'est pas grave. Les aléas du direct. Bonjour à tous. Donc, je disais merci beaucoup d'être présents pour cette présentation de nos travaux sur la crise et plus particulièrement de ce rapport d'enquête que nous avons réalisé à partir justement de l'enquête que nous avons lancée fin avril auprès de l'industrie crypto-blockchain. Le but étant de mieux comprendre quel avait été l'impact de cette crise, sur quels facteurs en particulier et peut-être est-ce qu'il y avait eu des points positifs à cette crise. Donc c'est ce que on va essayer de vous présenter. Ce que je vais essayer de vous présenter de façon très succincte en 20 minutes. Le rapport sera disponible à l'issue de cette conférence, donc pour plus de détails ou pour aller sur les points qui vous intéressent le plus. Surtout, n'hésitez pas à aller le lire après cette conférence. Alors simplement, brièvement, pour vous présenter les répondants qui ont très gentiment voulu participer à notre enquête.
Sur ce premier diagramme, vous pouvez voir que, et de façon assez évidente, les entreprises du secteur des actifs numériques ont été parmi les répondants les plus nombreux, mais suivis finalement de pas si loin par la banque finance-assurance, puis l'informatique, électronique et télécom. Mais comme vous pouvez le voir, de toute façon, c'est finalement un panorama assez éclectique d'acteurs dont on a pu avoir la vision, ce qui a été très intéressant pour élaborer ce rapport. Les acteurs avaient en général plusieurs activités. Donc, vous pouvez voir les principales sur ce diagramme, avec la première qui était tout ce qui était vente et distribution de produits et services tant aux professionnels qu'aux clients. C'est ce que vous pouvez voir en vert plus foncé. Le dégradé de vert que vous pouvez voir ensuite, c'est plutôt tous les acteurs qui sont dans l'accompagnement du secteur des actifs numériques, que ce soit le conseil, que ce soit le développement de protocoles. Le dégradé de bleu, ensuite, ce sont les activités plus financières liées aux actifs numériques. Donc, ce sont naturellement les services sur actifs numériques, tels qu'on l'entend au sens de la loi Pacte, mais également le paiement, l'émission, la tenue de marché, le crypto-banking. Et enfin, un panel d'activités en minorité, mais qui sont quand même importantes pour compléter ce panorama. Donc, vous pouvez voir le traitement, la fourniture de données, le minage sur tout ce qui apparaît sur ce diagramme, mais également qui ont complété ce panorama des personnes plus sur le contenu et les médias ou encore sur la formation liée aux actifs numériques. Donc voilà, pour entrer dans le vif du détail, nous, ce qu'on voulait savoir, c'est quel avait été l'impact de la crise sur les entreprises et les projets des acteurs crypto-blockchain. Et pour cela, en fait, on leur a demandé, sur une échelle que l'on avait fixée, que vous pouvez voir en légende, de très négatif à très positif, de leur demander quel avait été l'impact sur un certain nombre de facteurs que vous pouvez voir sur l'axe des ordonnées, du financement à l'activité, au projet, la gestion du personnel, l'organisation du travail. Et finalement, on leur avait demandé quel était l'impact global sur leur projet ou entreprise. Et ce que vous pouvez voir de façon peut-être très surprenante tout de suite, si vous regardez la jauge tout en bas verte qui correspond à l'impact positif global des acteurs, elle est plus grande finalement que toutes les autres, c'est-à-dire que d'un point de vue global, les acteurs ont plus souvent dit que l'impact était positif, quand bien même, si on regardait de façon granulaire, il donnait plutôt un impact négatif sur ces facteurs. Donc c'est vrai que c'est un résultat très étonnant, mais cependant qu'on a pu expliquer par deux principales raisons. D'une part, c'est que ici, on ne voit pas, mais on a demandé plus tard quelles avaient été les opportunités qui avaient été décelées durant cette crise. Et effectivement, il y en a eu, et beaucoup. Et donc, ça peut sans doute remonter toutes ces perceptions négatives de la crise que l'on voit ici. Et également qu'on ne voit pas sur ce schéma, c'est qu'on a un secteur B2C crypto-blockchain qui a beaucoup mieux résisté que le B2B et même qui s'est développé durant cette période. D'où le fait que ça puisse nuancer ces perceptions très négatives que je vais vous présenter tout de suite. Le premier constat qu'on a pu faire, c'est que concernant l'axe financement, c'est là où les acteurs avaient été le plus sévèrement impactés et négativement impactés par la crise. Donc, c'est ce que vous pouvez voir avec les jauges rouges sur le schéma. Donc, on a 60% des acteurs au total qui nous ont répondu, qui ont dit que l'impact avait été négatif sur le financement, et même 27% de ces acteurs qui ont dit que c'était très négatif. Comment ça s'est traduit? En fait, une frilosité accrue de tous les acteurs, venture capital et business angel, qui sont les principales sources de financement des acteurs, qui en fait, avec la crise, ont recentré toutes leurs ressources sur soit des projets qui étaient en cours ou très proches de démarrer, soit sur des levées de fonds qui étaient quasi achevées, mais tout ce qui était beaucoup plus long-termiste, tout ça, ça a été complètement stoppé. Et ce constat, on peut le voir quel que soit le marché cible des acteurs, donc à la fois sur le B2B et le B2C, même si on voit que sur le B2C, l'impact négatif est tout de même un peu moindre. L'activité économique et les projets des acteurs ont aussi été assez négativement impactés par la crise.
Donc, on peut le voir sur ce premier schéma, ça c'est pour l'impact sur l'activité économique, que l'on voit plus négatif sur le B2B que sur le B2C. Donc ça c'est vraiment le constat qu'on a pu faire. Et comment ça s'est traduit? Soit les acteurs ont dit que finalement, ils avaient une croissance assez importante sur les 2 premiers mois et demi de l'année, et finalement, cette crise est venue comme un frein à cette dynamique. Soit c'est complètement un assèchement des revenus et une remise en cause totale du modèle économique de ces acteurs. Donc là, c'est un constat un tout petit peu plus grave et long-termiste. Sur les projets également, vous pouvez le voir, un impact principalement négatif. On a 46% des répondants qui nous ont dit que sur leur projet, ce qui s'est traduit par le report finalement de ceux-ci, ça avait été négatif, voire pour 11% des répondants, très négatif. Et même et sur le secteur du B2C, autant que sur le secteur du B2B. Il y a 2 facteurs d'analyse sur lesquels les acteurs ont finalement trouvé que l'impact de la crise avait été neutre et qu'ils avaient relativement bien géré. C'est sur l'organisation du travail et sur le recrutement, puisqu'on peut voir en majorité, donc ça c'est la couleur grise que vous avez sur les schémas, que les acteurs ont répondu qu'il n'y avait eu aucun impact de la crise sur ces facteurs. De façon cohérente avec le reste, le secteur du B2C s'en est également mieux sorti. Sur ce second slide, c'est la gestion du personnel. Donc voilà, quelque chose de très similaire à l'organisation du travail. Et finalement, quand on en vient à analyser l'impact global de la crise sur l'activité, sur l'entreprise crypto-blockchain, là, le constat est donc un tout petit peu plus nuancé et un peu moins tranché négatif qu'à l'analyse granulaire de chaque facteur. Et donc, on peut voir qu'on a 43% des répondants qui ont répondu que l'impact global était négatif, donc 43% négatif, et 40% positif. Donc, c'est vraiment très partagé, très mitigé. Et donc, c'est les raisons que j'invoquais tout à l'heure. Donc, les opportunités que les acteurs ont su déceler et que je vous présenterai très brièvement par la suite, mais je pense que le plus intéressant sera d'écouter les témoignages des acteurs à l'issue de cette présentation et le fait que le secteur du B2C s'en soit beaucoup mieux sorti que le secteur du B2B. Donc ça, c'était la première vague de questions qu'on avait posées qui nous a permis d'établir l'impact de la crise. Ce qu'on voulait également savoir, c'est comment les acteurs, quelle avait été l'appétence des acteurs sur les mesures qui avaient été mises en place, les mesures de soutien aux entreprises, et quel avait été finalement le répondant en phase 2. Donc sur ce tableau, on vous a simplement présenté les mesures sur lesquelles on a interrogé les acteurs durant cette enquête. En rose, les mesures qui avaient été mises en place par l'État pour les startups spécifiquement. Et sur la colonne bleue, toutes les aides qui étaient ouvertes à l'ensemble des entreprises et donc évidemment aux entreprises crypto-blockchain. Donc, du côté de la demande, le constat est assez net, c'est qu'il y a vraiment un faible recours de la part des acteurs à ces mesures de soutien. Et c'est ce que vous pouvez voir sur ce diagramme, la partie orange, à savoir qu'on a près de 60% des répondants qui ont dit qu'ils n'avaient pas du tout demandé d'aide de la part de l'État, de la part des établissements bancaires. Donc sur ce slide, c'est les demandes qui concernent les mesures de soutien aux startups. Et sur celui que je vous affiche à l'instant, ce sont les mesures de soutien à toutes les entreprises, mais le constat est le même. Vraiment une forte majorité des répondants qui n'ont pas eu recours, n'ont pas demandé de recourir aux aides qui avaient été mises en place. Donc ça, c'était du côté de la demande. Du côté de l'offre, on a aussi un constat vraiment très mitigé, avec vraiment une absence très importante de réponses pour les acteurs qui ont effectivement demandé à bénéficier de ces aides. Donc, c'est ce que vous pouvez voir sur ce premier graphique. Et là, on est sur les aides start-up aussi pour commencer. En gris, c'est les demandes qui ont été formulées par les acteurs et en vert, les demandes qui ont été traitées. C'est-à-dire que le reliquat, soit l'acteur n'a pas reçu de réponse, soit il a été refusé. Donc, par exemple, sur le PGE, c'est quand même assez significatif que les acteurs n'ont vraiment pas trouvé l'écho nécessaire face à eux. Et en fait, sur l'ensemble de nos répondants, c'est 89%
des répondants qui nous ont dit que leur demande avait été rejetée ou n'avait pas encore été traitée. Donc c'est vraiment un constat très très négatif. Il l'est un peu moins sur les aides qui étaient disponibles à toutes les entreprises, mais c'est tout de même un tiers des répondants qui n'ont pas eu de réponse à leur demande. Donc c'est également sur ce schéma, vous pouvez voir au niveau de chaque aide. Mais voilà, on a tant du côté de la demande que du côté de l'offre, un bilan vraiment très très mitigé au niveau de l'aide aux entreprises crypto-blockchain. Pourquoi ? Alors, les répondants nous ont donné, quand ils le pouvaient, les raisons pour lesquelles on ne leur avait pas accordé l'aide qu'ils avaient demandée. Et finalement, ce n'était pas un constat vraiment très surprenant ni très nouveau. Et c'était principalement dû à une communication laborieuse avec leurs interlocuteurs. Et pourquoi ? Dû à des a priori qui sont finalement habituels, a priori négatifs sur leur activité. Donc vraiment, il y en a, on leur a vraiment dit qui ne pouvaient pas bénéficier d'une aide parce que leur activité était liée aux actifs numériques. Pour d'autres, c'est finalement parce que, hors temps de crise, ça leur est très compliqué d'avoir des relations avec les établissements bancaires et notamment d'avoir un compte bancaire, que ces acteurs n'étant finalement pas bancarisés, des aides comme le PGE leur étaient naturellement refusées. Donc ça, c'est vraiment les blocages structurels qui ne sont pas nouveaux, mais qui donc, dans ce temps de crise, ont de nouveau exacerbé les difficultés rencontrées par les acteurs, qui sont naturellement des difficultés qu'ils éprouvent dans la croissance de cette industrie. Un autre constat des répondants, qui est peut-être un peu moins intuitif, mais finalement, c'est que les aides qui sont mises en place ne sont pas la panacée à leurs problèmes. Et donc, c'est les commentaires qu'on a pu un peu regrouper selon ces thématiques. C'est d'une part, toutes les aides qui sont proposées, finalement, elles ne sont pas spécifiques à la blockchain et parfois, il est difficile pour les acteurs de trouver un parcours naturel pour demander une aide du fait de leur activité. Donc ça, c'était très compliqué de trouver les bons interlocuteurs et surtout des interlocuteurs experts dans le domaine crypto-blockchain. D'autre part, si on a mis en place des mesures exceptionnelles, il y a également dans le quotidien d'une start-up, des entreprises, des aides hors temps de crise. Et en réalité, durant cette période un peu extraordinaire, ces aides ont complètement été paralysées par sans doute la mise en place de ces aides exceptionnelles. Et pourtant, ces parcours traditionnels, les acteurs en auraient eu besoin. Donc voilà, une paralysie de ces aides plus normales qui a été très délétère. Et enfin, des blocages réglementaires qui sont préexistants à la crise et qui les ont empêchés de bénéficier de certaines de ces aides. Donc voilà, tout ça, finalement, ces blocages que l'on connaît dans l'industrie depuis plusieurs années ont en fait se sont remanifestés durant la crise et ont posé difficulté aux acteurs. Pour autant, face à ces difficultés, l'industrie crypto-blockchain a su transformer l'essai et a tourné cette situation à son avantage. Donc, on a 70% des répondants qui ont identifié des opportunités malgré cette crise. On a pu les regrouper selon ces trois thématiques. Des opportunités nées de la mutation forcée du fonctionnement des acteurs, donc le télétravail notamment, plus de temps pour développer pour beaucoup de répondants, et donc une refonte de leur mode de fonctionnement et d'organisation qui a été un peu forcée par la crise, mais finalement qui a été très bénéfique. Également, le second constat très fort, c'est que durant cette crise, on a un nouveau public qui s'est intéressé à la blockchain et aux actifs numériques, de plus que les failles du système actuel ont permis de bâtir un contexte propice pour promouvoir cette technologie et ses actifs. Donc une forte démocratisation des actifs numériques durant cette période. Et enfin, on l'a vu, on parle beaucoup du new normal, mais en fait, la crise, elle pousse à transformer le système dans son ensemble, bien sûr, mais aussi le système économique et financier. Et donc, on a des grandes tendances de fond qui se dégagent et qui sont finalement où la blockchain et les actifs numériques peuvent naturellement s'insérer, à savoir la numérisation de l'économie,
l'essor de la finance décentralisée et l'adoption d'un système de valeurs qui est finalement assez proche de ce que peut offrir la blockchain, surtout qui est respect de la vie privée, responsabilité sociétale et transparence. Donc on a ces opportunités, et de ces opportunités, on a 43% des répondants qui affirment qu'ils réussissent à développer des solutions nées de ce contexte. Et donc, on a beaucoup de solutions sur la finance décentralisée, la finance alternative, qui sont détaillées sur cette slide, mais beaucoup plus aussi dans notre rapport. Des solutions de dématérialisation de la blockchain dans une optique de meilleure transparence et de meilleure traçabilité. Et enfin, de nombreuses solutions aussi qui sont axées sur la protection de la vie privée, ce qui s'explique aussi beaucoup par les débats intenses qu'il y a eu autour de l'application Stop Covid. Et donc, on comprend que c'est vraiment un sujet de préoccupation très important pour l'ensemble des citoyens aujourd'hui. Donc voilà pour ce panorama assez rapide. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps parce que je n'ai pas regardé. Mais simplement, donc, on a pu voir des impacts négatifs, mais malgré tout, un constat, une industrie qui se veut résistante, mais c'est une industrie qui, même si elle se veut battante, est une industrie jeune et qu'il faut l'accompagner, et notamment dans ce contexte de crise. Et donc à court terme, c'est quoi? C'est mieux ouvrir les aides qui sont aujourd'hui disponibles à l'ensemble des entreprises et sans entrave et de façon plus équitable. Et à long terme, c'est surtout soutenir les efforts d'innovation et intégrer les actifs numériques dans la transformation de l'économie. Donc c'est pour ça qu'on a réussi, grâce à l'apport de ces répondants et grâce au constat de cette enquête, à trouver des pistes de travaux pour l'association et ses interlocuteurs à l'avenir, à savoir essayer de résoudre enfin ces obstacles structurels à l'épanouissement de l'industrie des actifs numériques, donc à travers un cadre réglementaire, par exemple, qui soit vraiment axé sur les principes de proportionnalité, rationalité, et qui permettent le développement de l'innovation, mais aussi donc un apaisement des relations entre les acteurs bancaires, financiers et les acteurs crypto. Aider au développement de solutions, des solutions imaginées par les acteurs, et ça passe notamment par des investissements, peut-être des projets à échelle industrielle, mais en tout cas des partenariats vraiment très forts avec l'industrie. Et enfin, d'inscrire les actifs numériques au centre de la transformation de l'économie, et notamment dans le cadre de cette numérisation croissante. Et donc sur l'ensemble de ces pistes, l'ADAN se met à disposition de toute personne intéressée pour y réfléchir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Faustine. J'ai fini par t'entendre, donc j'ai pu entendre la fin de ton intervention. Et bien, ça va être le moment d'inviter nos panélistes, enfin, ce ne sont pas des panélistes puisqu'ils vont intervenir l'un après l'autre, mais d'inviter nos intervenants, donc des témoignages d'entreprises qui vont un peu venir compléter le témoignage global, enfin, le rapport global qu'on vient de faire, plutôt un rapport plutôt chiffré. Mais là maintenant, ça va plutôt être des vécus qu'on va pouvoir entendre, et puis ensuite on fera une petite séance de questions-réponses. Alors on va commencer, Faustine, on commence par Christophe Gauthier, c'est ça, hein? C'est ça. Christophe. Que j'ai vu qui a dit bonjour, donc qui est dans là. Je te permets de parler, Christophe, donc normalement. Bonjour Christophe. Alors, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Bon, bah, parfait. Donc, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas s'il y a la vidéo. À la limite, ce n'est pas très important. Donc, nous, juste pour situer beaucoup de temps, je crois, par intervenant, on n'a que 5 minutes. Donc, pour resituer le contexte, on a créé une société qui s'appelle French ICO qui permet de faire de la levée de fonds en crypto-monnaie. Donc, sur notre propre plateforme, on a lancé notre ICO et pas de chance, l'ICO a commencé dès le début du confinement pour se terminer à la fin du confinement. Donc, on a eu un petit peu peur au début de l'impact que pouvait avoir le Covid. Donc, finalement, on s'est trouvé face à un public très intéressé, qui était habitué au financement de projets via des crypto-monnaies, et puis d'autres pas du tout. Donc, ça nous a donné l'occasion de faire beaucoup de pédagogie.
Du coup, on a profité aussi d'être beaucoup présent sur les réseaux sociaux, puisque tout le monde était confiné, donc beaucoup plus de temps. Donc, je reprends un peu ce que disait Faustine dans son slide de 26, de la page 26. C'est que je pense que comme les gens avaient beaucoup plus de temps que la normale, ça leur a permis de s'intéresser plus au sujet. Ce qui prouve peut-être que le sujet les intéressait depuis un petit moment, et puis que finalement, c'était la bonne occasion pour en savoir plus. Donc nous l'impact a été, on ne va pas dire positif, parce qu'on aurait certainement plus. Donc on a réussi notre ICO, on a levé 130 000 euros en 3 mois. Donc c'est plutôt c'est une réussite pour nous. On aurait peut-être pu lever plus. Bon, le sujet n'est pas là. Ce qui est important, c'est de l'avoir réussi et surtout d'avoir rencontré énormément de personnes intéressées. Et puis on a eu plus de 500 inscrits sur notre plateforme. Donc ça veut dire que plus de 500 crypto-investisseurs français. On a pour l'instant un public uniquement français. Donc on va se développer, hein, on va aller chercher de l'investisseur international à l'international pour des porteurs de projets français. Mais là, on avait eu un public, donc 500 inscrits sur notre plateforme. Donc, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Dans l'ensemble, ce qui est plutôt positif et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les gens sont intéressés aux crypto-monnaies. Ils ont fait tout le processus d'enregistrement. Ce n'est pas forcément facile en termes de UX de toucher à la crypto-monnaie, d'utiliser des applications comme MetaMask, etc. Donc bon, voilà. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Je vais laisser la place à mes collègues. Merci. Merci Christophe. Alors, à la suite de Christophe, c'était Owen qui pouvait rajouter qui pouvait un peu appuyer sur l'aspect démocratisation des actifs numériques. Est-ce qu'il est… Tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Est-ce que vous me voyez maintenant? Alors, pas encore. Je ne vois pas encore. Normalement, vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo parce que c'est l'animateur qui l'a arrêté. Ah, alors là. Ah ah. Sinon, je peux faire sans. Hein, s'il y a un petit souci, c'est pas un problème pour moi. Je regarde tout de suite si je peux facilement activer la vidéo. Alexandre qui dit Simon, le censeur. Alors, je ne vois pas. Ah, voilà, autoriser conférence. C'est bon. Normalement, tu peux activer ta vidéo. On est bon? Ça y est. Bonjour tout le monde. Du coup, en 4 minutes 30. Alors, on l'a ressenti un petit peu différemment de notre côté, mais c'est vrai qu'on a… en fait, c'est un petit peu drôle de voir que chaque acteur a sa propre position dans l'écosystème et son propre point de vue. Je l'ai vu ne serait-ce qu'en tant que start-upper. On a différentes entreprises, une dans l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale, et à côté de ça, on a nos boîtes qui, elles, sont dans la blockchain et dans la technologie. Et on n'a pas ressenti du tout cette crise de la même façon. Déjà, au sein de nos propres boîtes blockchain, en fonction de l'angle qu'on avait, un angle B2B, un angle B2C, un angle pour s'adresser d'un point de vue cryptoactif ou d'un point de vue technologie blockchain, on n'a pas du tout eu le même ressenti client et les mêmes retombées. Déjà, il faut savoir que tout ce qui est innovation de base, c'est ce qu'on dit, c'est de l'activité de bas de compta. Globalement, quand on a une situation sanitaire et une crise comme on l'a connue, les gens se demandent rarement dans quelle start-up innovante ils vont investir ce mois-ci. Quand on en est au point de courir dans les grandes surfaces pour aller chercher du papier toilette, ce n'est plus vraiment les questions qu'on se pose dans la gestion de son portefeuille. Alors, pour le coup, on s'est rendu compte que ça n'a pas touché toutes les mêmes startups de la même façon, car les boîtes qui sont dans la blockchain, vraiment dans l'innovation et développement technologique, ont des fois eu des problèmes de financement, alors que toutes nos boîtes qui s'adressent au B2C et particulièrement dans la crypto-monnaie, en l'occurrence, je parle de Just Mining, puisque là, c'est vraiment crypto-monnaie, investissement et au contact du B2C et des entreprises. Là, on a eu une augmentation drastique de la demande, c'est-à-dire 3 fois plus d'utilisateurs. Donc, d'un point de vue quantifiable, en quantité d'utilisateurs, on a eu 3 fois plus de monde, mais également d'un point de vue volume financier. On a fait des mois entre x3 et x4 au niveau du chiffre d'affaires. Donc, il y a vraiment eu beaucoup plus de personnes qui ont investi et on a voulu zoomer un petit peu, on a étudié un petit peu les gens qui sont venus investir et on s'est rendu compte que certes, il y avait plus de monde, mais qu'il y a surtout une variation d'un point de vue du persona, c'est-à-dire le client type qui a investi. On s'est rendu compte que chez Just Mining, on avait 2 types de clients. Entreprises ou particuliers, peu importe, c'est 2 types de clients différents. Il y a ceux qui veulent s'émanciper du système bancaire et financier que l'on connaît actuellement, et il y a ceux qui veulent prendre des risques et investir sur les crypto-monnaies car ils croient en la technologie. Globalement, il y a
il y a eu toujours à peu près autant de monde dans ceux qui sont prêts à prendre des risques. Ça n'a pas vraiment augmenté. Par contre, la segmentation client qui a vraiment augmenté, qui a été multipliée par 3 au niveau de la quantité. Pardon ? Ah, j'ai entendu quelque chose. Ceux qui ont vraiment augmenté et le nombre de personnes qui ont vraiment, en quelque sorte… vous m'entendez bien ? Super ? C'est bon. Ok. Ceux qui ont vraiment demandé à investir plus, c'est ceux qui voulaient s'émanciper du système bancaire. On a eu pour la première fois des gens qui venaient vers nous et qui nous demandaient comment se protéger, comment rentrer dans la crypto-monnaie, mais en s'exposant le moins à la volatilité possible. Et c'est ça qui fait qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu une prise de conscience. Pour la première fois depuis longtemps, on s'est rendu compte que même si on était en France, même si c'était bien européen, bien développé, même si on est en sécurité par rapport à beaucoup de pays sur notre planète qui n'ont pas le même luxe d'être dans une situation sociale comme la nôtre, les gens se sont dit, OK, le Bitcoin, c'est peut-être pas simplement un plan B, le Bitcoin, c'est peut-être une solution bis que je dois avoir sous le coude quoi qu'il arrive, Bitcoin ou autre actif. Et donc, on a eu ce début de réflexion et on se rend compte que même après le déconfinement, on a toujours cette tendance des personnes qui veulent s'émanciper, des personnes qui réfléchissent et qui, dans leur diversification financière, vont mettre une partie sur l'or et une partie dans le domaine de la blockchain, de la technologie de la blockchain, donc différentes entreprises qui exercent là-dedans, mais aussi les cryptoactifs. Je terminerai ce petit mot. On a contacté un petit peu tous les gens qu'on connaissait dans l'écosystème et on a eu des super gros retours au niveau des médias. Pour en gros compléter ce que je viens de dire, les médias ont eu entre 2 à 3 fois plus d'audience également. Donc tout ce qui touche à la crypto-monnaie et ensuite à la blockchain, parce que mine de rien, les gens savent que c'est intrinsèquement lié, du moins sous plusieurs angles. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé refuge également dans cette technologie et dans toutes ces situations. Enfin, on a compris la valeur de la décentralisation à cause de cette crise. En tout cas, beaucoup de gens qui ne s'y intéressaient pas du tout jusqu'alors. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Owen. C'est pareil. Super. Alors, merci. Et donc, c'est au tour de Marc de nous donner son petit mot également. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, je commence. Super. Donc, en 2 mots, Crypton, c'est une société qui permet à des sociétés, des startups et des PME de se financer, faire des levées de fonds via les émissions d'actifs numériques. Lors du début du Covid, en fait, on devait lancer des opérations, mais vu qu'il y a un changement de paradigme au niveau des investisseurs, on a décidé de les geler. Et on s'est demandé comment essayer de se rendre utile, parce qu'il y avait beaucoup de startups, qu'elles soient dans la blockchain ou non, qui avaient des difficultés. Et on a lancé un collectif avec 4 autres partenaires qui s'appelle Hack for Entrepreneurs, qui permet à des sociétés, à n'importe qui, de déposer un dossier et de subvenir à leurs besoins de trésorerie sur 3 mois avec des investissements en fonds propres entre 20 et 50 000 euros. Ce qui s'appuie sur notre technologie donc d'émission d'actifs numériques. On est le seul partenaire parmi les 40 à être dans la blockchain et il y a eu près de 150 dossiers déposés. Il y en a 4 en financement en ce moment. Il va y en avoir 4 ou 5 autres qui vont commencer d'ici 2 semaines. Et c'était une vraie réussite pour nous puisque ça s'est appuyé sur une technologie qui nous a permis en fait d'aller vite, puisque c'est tout l'intérêt des émissions d'actifs numériques de cette technologie. Et les gens étaient beaucoup plus enclins à accepter l'innovation, puisque tout le monde a été mis au télétravail, tout le monde a utilisé des nouveaux outils. En fait, les gens étaient ouverts, ils avaient du temps pour regarder tout ça. Et donc, ça a été une opportunité pour les gens de comprendre, en fait, d'avoir envie de comprendre. Et donc, on a lancé ça parce qu'on s'est rendu compte que le PGE, c'était très bien, mais il y avait des trous dans la raquette, puisque ça représente 25% du CA ou 2 fois la masse salariale pour les sociétés innovantes. Mais quand vous êtes une start-up qui est toujours en phase de R&D et vous avez 2, 3, 4 associés non rémunérés, vous faites appel à des freelances, en fait, vous n'êtes pas admissible au PGE. Et l'idée de Hack for Entrepreneurs, c'était de s'intéresser à ces sociétés innovantes, cette R&D qui est l'innovation de demain, qui est l'emploi de demain en France, et on ne voulait pas les laisser mourir à petit feu. Donc, on a lancé ça pour subvenir à leurs besoins de trésorerie. Et ça s'est mis en place et les gens ont joué le jeu. On a eu plus de 3000 personnes qui ont allé sur la plateforme. On a eu une charte signée par des investisseurs. Et donc c'est comme ça qu'on a, on va dire, utilisé nos ressources en interne à la crise. Il y a plus de 25 personnes à temps plein sur Hack for Entrepreneurs, que ce soit les personnes de Crypton ou que ce soit des personnes d'autres partenaires qui ont joué le jeu. Donc voilà. Merci beaucoup, Marc. Super intéressant. Et pour compléter ces témoignages, Bilal, est-ce que tu nous entends? Je ne vois pas sur mon écran. Hello, ouais, je vous entends. Vous m'entendez? Très bien.
À toi. Hop. Bon, je me suis fait rincer sous la pluie, je suis un peu mouillé, mais c'est pas grave. Ok, du coup, écoutez, merci de l'invitation et merci aux autres intervenants d'avoir introduit le sujet. Moi, de mon côté, donc, je suis Bilal, le président et cofondateur d'EcoSafe. On est une plateforme de tokenisation d'actifs, ce qui veut dire globalement qu'on arrive à recréer des instruments financiers, qui peuvent être des titres de capitaux ou des titres de dette sur blockchain. Et on fournit un service, donc une plateforme qui a deux facettes. Une facette pour les émetteurs, donc les sociétés qui créent et qui doivent gérer ces titres, et une plateforme d'investissement pour les investisseurs qui permet de souscrire et de revendre leurs titres. Pour mon intervention, moi, je vais me focaliser sur deux aspects. Un premier aspect qui est un peu plus mainstream. Globalement, je rejoins Marc. Les acteurs ont fait preuve d'énormément de pédagogie qui a porté ses fruits. Parce qu'il y a une curiosité qui a surgi et du temps qui a été utilisé à très bon escient. Ça montre à la fois une prise de conscience et des besoins de digitalisation. Donc là, en l'occurrence, pour nous, sur le passif des sociétés. C'est définitivement un élément accélérateur. Je parle de la crise du Covid. En tout cas, pour tous ces aspects de digitalisation, nous, on a recueilli beaucoup de besoins à différents niveaux. Donc, nous, on gère des registres d'actionnaires, de personnel, de vote, d'assemblée générale. En plus, c'était la période des assemblées générales et des assemblées de copropriété, donc il y avait d'autant plus un besoin. Et les gens ont compris, au-delà de cette barrière qui est la blockchain, ont compris l'usage et les propositions de valeur. Donc, globalement, on va dire, même si commercialement, on n'a pas signé de nouveaux clients, en tout cas, on a eu énormément de nouveaux leads de nouveaux leads et de prospects qui ont été générés. Et deuxième aspect, sur la partie études et statistiques qui a été réalisée par la DAN, deux premiers points. Premier point d'attention sur la nécessité de recul pour détecter notamment les externalités négatives. Est-ce que les boîtes étaient mal parce que c'était un manque de trésor ou est-ce que c'était vraiment le Covid? Est-ce que les subventions ont été refusées à cause de l'activité ou à cause de la blockchain? Est-ce que, il y a aussi beaucoup de gens au niveau des banques qui ont été mis en chômage partiel. C'était littéralement excessivement difficile. Déjà, temps normal, c'est difficile de contacter et d'échanger avec un banquier. C'est encore plus difficile quand ça doit passer par différentes strates et qu'il y en a toujours un qui est malade, un autre qui est au chômage technique. Donc, un peu de besoin de recul sur les statistiques. Au-delà de ça, je pense qu'il faut vraiment suivre régulièrement les différents acteurs de la chaîne de valeur, peut-être éventuellement ressortir un questionnaire de suivi régulièrement, je sais pas, peut-être tous les 2 mois, tous les 3 mois par la DAN pour essayer de voir les évolutions des différentes statistiques qui sont sorties. Et ensuite, deuxième point, c'est utiliser ces données pour nous, entrepreneurs, que ce soit les membres de la DAN et toutes les autres personnes qui ont accès à ce rapport, d'utiliser les données comme de nouveaux axes stratégiques. Je peux donner un exemple qui a été cité, mais sur la partie retail. Il y a clairement une adoption sur la partie retail. Il y a une prise de conscience de ces nouveaux schémas organisationnels et de valeur. Je pense que voilà, tout le monde était devant. Mince, pardon. Owen le rappelait, les statistiques au niveau des médias clairement ont augmenté, donc les gens se sont cultivés. Ils ont bien vu aussi les choses quelque peu scandaleuses qui ont eu lieu, typiquement la dette française qui va arriver à 115% à la fin de l'année, aux États-Unis 150% du PIB. La BCE et la Fed qui impriment de l'argent, on commence à comprendre cette notion de valeur de plus en plus. Et puis aussi l'augmentation de l'épargne qui a fait, je me souviens, il y a le CEO de Coinbase qui avait sorti une statistique. Au moment où il y avait le airdrop des $1 200 à tous les Américains, il y a eu un pic d'inscription sur Coinbase. Donc typiquement, voilà, il y a un marché retail qui est en pleine adoption, sur lequel il faut capitaliser. Et typiquement, nous, on essaie de remplir le deal flow pour qu'en septembre, il y ait des différents choix d'investissement et essayer de capitaliser sur cette adoption retail.
Et puis, il y a une remontée pour la énième fois des différents blocages qu'il y a au sein de la communauté crypto et du secteur bancaire, où là, je pense que c'est encore d'autant plus parlant. Et au milieu de cette crise, ne pas lâcher les entrepreneurs, je pense que c'est quelque chose de très important. Et le projet de Act for Entrepreneurs de Marc est totalement louable, et les différentes aides du Premier ministre et de Cédric O sur l'allocation de financement. Maintenant, il faut aller convaincre ces institutions pour que, éventuellement, il y ait des codes-parts qui soient alloués par secteur pour que ce genre d'événements ne se reproduise plus et qu'il n'y ait pas des entrepreneurs français qui travaillent sur des sujets super innovants et super excitants qui soient délaissés. Mais voilà ce que je voulais partager. Au-delà de ça, il y a eu quand même de très bonnes nouvelles. Nous, de notre côté, on a quand même bien avancé. Et comme je disais, on a eu des nouveaux leads qui ont été générés par le Covid. On est tous des startups, donc on s'est adapté au nouveau mode de travail. Donc voilà, j'ai pas tant à me plaindre. Honnêtement, en 2 mois, je ne sais pas trop quoi dire. Mais je serais heureux de redonner mon avis d'ici 3-6 mois pour essayer de prendre du recul sur ces données et sur le marché. J'espère que c'était clair. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Je pense que ça a donné des angles d'approche assez complémentaires et éclairants sur différents types d'impact que la crise a pu avoir sur le secteur. Donc, c'est plutôt, ça a été très intéressant. Peut-être qu'on peut passer à la phase de questions-réponses. Alors, pour cette phase de questions-réponses, peut-être juste avant, rapidement, on a un mini-site dans lequel vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de nos travaux sur la crise. Donc, voilà, vous pouvez y accéder par adan.link/covid-19. Ça regroupe à la fois bien sûr notre enquête sur laquelle on va mettre à jour pour mettre à disposition le rapport complet qui va sortir du coup demain matin sur le site, mais également une page avec la liste des solutions proposées par les membres en lien avec le Covid et un certain nombre de propositions que nous avons fait dans une note de travail à l'industrie financière pour une modernisation utilisant à plein les actifs numériques et la technologie blockchain. Donc ça couvre vraiment tous les secteurs de l'industrie financière. Donc, c'était une note un peu sectorielle, mais que je vous invite à consulter si ça vous intéresse. Voilà, donc, et bien sûr, on avait aussi fait une page qui recensait quelques dispositifs d'aide spécifiques du gouvernement pour les entreprises du secteur. Donc, je vous invite à aller sur cette page, donc adan.link/covid-19. Si vous êtes intéressé, évidemment, la crise du Covid, a priori, n'est pas terminée, donc il n'est pas trop tard pour aller voir ce document et pour éventuellement, d'ailleurs, nous remonter vos commentaires et suggestions pour le modifier. Merci beaucoup. Et donc maintenant, on va passer à la phase de questions-réponses. Je vois qu'on a déjà 2 questions dans l'outil, donc je vais commencer par ces deux questions-là. N'hésitez pas à rajouter les vôtres et éventuellement à vous manifester également pour participer, pour poser votre question en direct si vous le souhaitez. Donc la première question qui a été posée par Célia Beaufort: les personnes qui n'ont pas bénéficié du PGE ou d'une aide gouvernementale ont-ils tenté de recourir à la médiation du crédit? Si oui, ont-ils eu les mêmes retours? Alors, c'est une excellente question. Alors, à notre connaissance, nous n'avons aucune procédure de recours à la médiation du crédit qui a abouti. Donc, un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas pu faire appel, donc qui ont eu des réponses négatives de leur établissement bancaire et qui ont parfois fait une première procédure auprès de la BPI directement pour essayer de débloquer la situation et qui se sont vus également refuser le dispositif auprès de la BPI, ont effectivement fait appel au médiateur du crédit et on espère du coup que cette procédure-là donnera lieu
au déblocage du PGE, mais pour l'instant, ces procédures-là sont toujours en cours. À ma connaissance, si vous êtes un acteur et que vous êtes concerné par le PGE et que vous avez pour le coup obtenu déjà une réponse du médiateur du crédit, n'hésitez pas à vous manifester en levant la main ou sur le chat. Dans ce cas-là, je vous donnerai la parole pour éventuellement compléter cette réponse qui tient compte évidemment des informations que j'ai aujourd'hui. Voilà pour la première question. Et pour la seconde, donc, quels sont les principaux points d'incompréhension entre l'industrie bancaire et l'industrie financière digitale? Alors, c'est aussi une excellente question. Je dirais qu'aujourd'hui, on arrive... Bon, le constat qu'on fait aujourd'hui en tant qu'industrie, c'est qu'il y a de grandes difficultés pour ouvrir des comptes bancaires, pour accéder aux services bancaires pour les acteurs du service numérique, du monde des actifs numériques en général. Donc, c'est-à-dire que si vous écrivez crypto-monnaie, crypto-actifs, externes à vos statuts, vous allez avoir beaucoup de mal à ouvrir votre compte bancaire. Et si vous réalisez des opérations en lien avec les actifs numériques, vous mettez à risque avec votre établissement bancaire. Donc, ça peut aller jusqu'à vous êtes une entreprise traditionnelle, vous souhaitez acheter un certain nombre de crypto-monnaies, d'actifs numériques pour une raison ou pour une autre, pour du placement ou pour effectuer un paiement ou que sais-je. Votre banque va vous avertir et peut-être même clôturer votre compte, même à l'achat et surtout aussi à la vente, c'est-à-dire quand vous rapatriez des fonds après avoir vendu des actifs numériques. Donc ça, c'est un constat et qui est partagé par l'ensemble, par quasi-intégralité des acteurs du secteur. Donc c'est un constat général et sur lequel, a priori, les dernières nouvelles ne sont pas bonnes. Donc c'est-à-dire que ça va plutôt vers un durcissement de ces relations et de ces problématiques, malgré, je dirais, la normalisation du secteur avec la possibilité maintenant pour les acteurs de s'enregistrer. Donc, l'enregistrement qui deviendra obligatoire en décembre, je le rappelle. Donc, tous les acteurs actuellement sont en cours de procédure ou l'ont déjà obtenu pour CoinHouse et CoinHouse Custody Services, qui sont les deux premiers acteurs à avoir obtenu. Et pour ce qui est des ICO, il y a French ICO qui est intervenu tout à l'heure, qui a obtenu le visa de l'AMF. Donc, je dirais en cours de normalisation, mais même pour cet acteur en particulier, donc CoinHouse, ça n'a pas du tout débloqué la situation. Donc, il y a encore cette problématique de blocage. Alors, pourquoi? D'où vient ce blocage? Nous, notre diagnostic, c'est qu'il y a une compréhension encore assez forte sur l'étendue des contrôles, en tout cas ce que les établissements bancaires pensent devoir faire en termes de contrôle pour ce qui est de ces actifs numériques. Ils surestiment, ils voient un risque trop fort par rapport à leur activité dans le fait d'ouvrir un compte bancaire à ces acteurs-là. Ça semble être corroboré avec les échanges récents qu'on a eu avec les autorités des régulateurs. Donc, pour être un peu précis, les acteurs bancaires, par exemple, considèrent, d'après les dernières discussions qu'on a eues avec eux, qu'ils doivent pouvoir tracer l'ensemble des transactions réalisées en actifs numériques par leurs clients. Ce qui a priori n'est pas le cas puisque les actifs numériques ne sont pas des fonds, ne sont pas de la monnaie et donc sortent finalement du cadre de la supervision des acteurs bancaires qui doivent s'occuper bien sûr des flux financiers de leurs clients et les superviser dans une certaine mesure, mais ce n'est a priori plus le cas à partir du moment où il y a une transformation en actifs numériques, tout comme on ne demande pas bien sûr à une banque de surveiller les achats d'œuvres d'art de ces entreprises ou les échanges de stocks, voilà, ce genre de choses qui rentrent dans le cadre d'une activité de placement ou d'une activité tout simplement d'entreprise, puisque pour la plupart des entreprises du secteur, l'achat d'actifs numériques, en fait, est nécessaire à la poursuite de leur activité et ne constitue pas un placement ou ne constitue pas une façon d'envoyer de l'argent, mais simplement, vous avez besoin d'obtenir, par exemple, des Ethers, si vous voulez, ou des Bitcoins, si vous voulez réaliser des transactions sur la blockchain Bitcoin ou Ethereum.
Et par exemple, pour utiliser un smart contract sur Ethereum ou Tezos, ou voilà, vous avez besoin de l'actif numérique natif pour payer les frais de transaction. Donc, ce n'est pas forcément en lien avec des activités de placement, mais même, quand bien même ce serait le cas, ça ne devrait pas poser problème normalement. En tout cas, c'est notre opinion évidemment à l'ADN. Et donc, c'est la raison pour laquelle on cherche bien sûr à étendre le degré de compréhension, à compléter le degré de compréhension qu'ont les acteurs bancaires sur ce secteur au travers d'un certain nombre d'initiatives en cours, des réunions, un groupe de travail. On est en train de préparer une note, notamment spécifiquement sur la lutte contre le blanchiment et du terrorisme appliqué au secteur crypto. On poursuit en parallèle des échanges bilatéraux quand on le peut. Voilà, donc on a un grand nombre d'initiatives simultanées dont on espère qu'ensemble, elles régleront une partie de ces problèmes, en tout cas, ou l'ensemble d'ailleurs, on l'espère bien sûr, dans un intervalle de temps relativement court. Voilà. Merci. J'espère que j'ai répondu à la question. N'hésitez pas à vous en reposer une seconde si vous avez besoin de plus de détails. Par ailleurs, si les conférenciers, c'est-à-dire Faustine et les autres intervenants souhaitent intervenir ou qu'une autre personne souhaite se manifester pour compléter une de mes réponses ou rebondir dessus, n'hésitez pas du tout. Je passe à la question suivante. Pensez-vous qu'avec les mises à jour de septembre 2020, les lois simplifieront les relations entre les banques et les entreprises en lien avec les crypto-monnaies? Alors, notre position, c'est de penser qu'effectivement, la réglementation est plutôt une bonne chose pour apaiser les relations entre les banques et le secteur des actifs numériques. Et bien sûr, le fait que l'Union européenne elle-même va présenter un régime d'encadrement des acteurs du secteur en septembre, c'est plutôt un très bon signal sur l'installation du secteur dans la durée et le développement d'une industrie à long terme en Europe. On a les derniers échanges un peu informels qu'on a pu avoir avec la Commission montrent qu'ils ont une approche tout à fait mesurée, intéressante du secteur. Donc on espère bien sûr que ces travaux vont aboutir dans ce sens. Mais en tout cas, les signaux qu'on a eus sont plutôt positifs. Et bien sûr, ils ont vocation à court et moyen terme à débloquer la situation avec les acteurs bancaires. Après, c'est une question bien sûr d'acculturation, d'échange. Et voilà, pour nous, les blocages qui existent aujourd'hui ne peuvent être que le fruit d'incompréhension. Et donc, on cherche bien sûr à lever toutes ces incompréhensions avec le secteur bancaire. Voici. Alors, c'était la dernière question qu'on avait. J'ai eu une question sur le chat à laquelle j'ai répondu, mais je crois qu'elle n'a pas été posée à tout le monde. Donc, c'était une question sur la note dont parlait Simon sur la transformation de l'industrie financière grâce aux actifs numériques. La question était, est-elle disponible? Et oui, elle est disponible et sur justement le site dédié dont vous avez le lien encore à l'écran. Qui doit s'appeler donc Covid-19 et transformation de l'industrie financière, si je me rappelle bien. Donc, elle est d'ores et déjà disponible. C'est seulement le rapport d'enquête qui n'est pas encore disponible sur nos sites et le sera seulement demain. Voilà. Alors, si vous avez encore une question ou souhaitez une précision. Ah, voilà une question. Alors, comment adhérer à l'ADN? Eh bien, si vous êtes inscrit il y a quelques semaines, on va vous répondre. On a parfois un petit délai de réponse dans certaines de temps de traitement. Mais en tout cas, si vous êtes inscrit sur le site, normalement, ça devrait aller assez vite. Donc, c'est adan.eu/adhérer. Sinon, adn.eu et vous avez un gros bouton adhérer en haut à droite de l'écran. Donc, simplement un petit formulaire à remplir très rapide et ça vous permet d'accéder à l'ADN après validation de votre candidature, bien sûr, qui se fait de façon normalement relativement rapide. Voilà. Merci. Et une nouvelle question. Donc, quelles sont les orientations de recherche et d'expérimentation du futur
Laboratoire européen. Donc là, je comprends que votre question porte sur le lab, l'idée de laboratoire européen qui a été développée notamment par l'AMF. Peut-être, Faustine, tu es la plus indiquée pour répondre à cette question. Je te laisse la parole. Alors, c'est effectivement d'autres gros travaux qu'on a menés ces dernières semaines et on a également lancé une enquête sur ce sujet. Le Digital Lab, donc c'est effectivement une idée qui a été lancée par l'AMF assez tôt en septembre, mais c'était, il me semble, une consultation privée à ce moment-là sur cette idée. Et en mars, de façon publique, l'AMF propose une solution en vue d'aménager la réglementation existante qui s'applique aux instruments financiers, puisqu'un security token, en fait, on le définit comme un instrument financier seulement il est émis et transféré sur la blockchain. Et il est vrai que sur les travaux et les débats récents avec les autorités, beaucoup d'obstacles de la réglementation actuelle ont pu être remontés, principalement sur les réglementations MIF2 et CSDR. Et le but de ce Digital Lab, de ce laboratoire numérique européen, serait de créer une zone d'expérimentation qui serait accessible à des acteurs sous certaines conditions et garanties qui ne sont à ce jour pas définies dans l'idée de l'AMF, et donc de leur permettre d'évoluer dans cette zone d'expérimentation où certaines exemptions à la réglementation actuelle seraient octroyées. Idem, ces exemptions ne sont encore pas précisément définies dans le document de l'AMF, mais il y a vraiment des pistes très sérieuses qui sont sur MIF et sur CSDR, là où déjà des obstacles sont connus et reconnus, où ces exemptions pourraient avoir lieu. Mais effectivement, l'une des interrogations est davantage au niveau européen, puisque l'AMF cherche à pousser cette idée au niveau européen, puisqu'on est vraiment sur un laboratoire européen. On n'est plus du tout sur un régime franco-français. Et donc, c'est en fait l'objet de notre enquête, c'est de un peu mieux comprendre quels sont les projets sur sécurité token aujourd'hui. Donc, quel serait le champ des acteurs qui pourraient bénéficier de ce Digital Lab et quelles sont les exemptions qui leur est nécessaires pour se développer. Donc, quelle serait cette zone d'expérimentation. Donc, sur ces deux questions, la Commission européenne a encore besoin de détails et de détails plus concrets, d'éléments plus concrets sur ces projets qui sont en cours et ces projets qui sont bloqués. D'où notre questionnaire. Donc, si vous pouvez y contribuer et nous apporter ces éléments-là, à l'issue de ce questionnaire que l'on finit lundi prochain, l'échéance est lundi prochain, le but est de faire une synthèse, une synthèse à destination de la Commission européenne, puisqu'elle devrait dévoiler sa proposition législative au 3e trimestre. Donc, il faut être assez rapide et que les contours de ce Digital Lab sont encore à définir. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que oui. En tout cas, ça y ressemble. N'hésitez pas, encore une fois, si vous voulez réagir sur les réponses qu'on donne, bien sûr, vous pouvez poser d'autres questions dans le chat. Et une nouvelle question nous a été posée. Donc, l'ADAN est-elle partie prenante ou à tout le moins consultée par la Banque de France sur son expérimentation de CBDC. Donc, CBDC étant Central Bank Digital Currency, donc monnaie digitale de banque centrale. Cette question fait donc référence à un appel à projet qui a été posté, qui a été publié par la Banque de France en mars, je crois, si mes souvenirs sont bons, donc pour une expérimentation autour d'une émission d'une monnaie de banque centrale digitale et la réalisation d'une opération d'échange, soit contre un titre financier, soit contre une autre crypto-monnaie, soit contre une autre monnaie de banque centrale. Alors pour répondre à la question, oui, donc l'ADAN a été consultée, en tout cas nous avons consulté la Banque de France et nous avons récolté un certain nombre de questions de la part de nos membres sur l'expérimentation.
que nous avons transféré. Donc, on a eu un appel avec la Banque de France pour répondre à ces questions. On a bien sûr redescendu les réponses à l'ensemble de nos membres et on a aidé nos membres à réaliser des réponses. Donc, on a essayé de structurer un certain nombre de potentiels ensembles de réponses. Donc, finalement, on a fluidifié le travail de réponse par rapport à cette expérimentation. Et pour une d'entre elles en particulier, donc le conseil d'administration a voté pour que la DAN soit partie prenante. Donc, on a répondu en tant que partie prenante à une réponse sur laquelle on n'a pas encore de nouvelles de la Banque de France, mais en tout cas, on fait partie d'une réponse de cet appel à projet. Voilà. Très bien. Je pense que nous arrivons au bout, en tout cas, des questions posées. Donc, si je n'ai pas d'autres questions et d'autres personnes qui se manifestent dans le chat ou en levant la main dans les spectateurs, eh bien, nous allons pouvoir clôturer le webinaire. Je vais laisser quelques secondes si quelqu'un a une question complémentaire à poser. Non, très bien. N'hésitez pas en tout cas si vous souhaitez nous contacter sur un des sujets qui a été abordé pendant cette conférence ou sur d'autres sujets que nous traitons pour que nous puissions y répondre. Et merci à tous pour votre participation, pour votre écoute. Merci en particulier à Bilal, Christophe, Marc et Owen pour leur intervention pendant cette conférence. Et voilà, on reste à l'écoute et à bientôt pour une prochaine web conférence de la DAN et peut-être une vraie un jour en physique, on ne sait pas. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.